Bienvenue. Donc bienvenue à Abdoul Aliwa. Voilà. Bien heureux de vous retrouver ce soir et donc avec Abdoul comme je disais tout à l'heure, et donc pour parler de Medondo. Moi j'aurais envie de, bien sûr comme d'habitude. Avant d'attaquer, je suis désolé, j'ai un appareil là depuis mardi dernier. Ce n'est pas pratique. Donc vous excuserez comme on dit. Il n'y a pas de souci. Et donc, qu'est-ce que je voulais dire? Je sais plus ce que... Ah oui, ce que je voulais dire, c'est que bien sûr, vous intervenez quand vous voulez poser des questions ou demander des précisions. Voilà. Est-ce que... première question, en fait, que j'ai envie de poser, mais que j'ai envie de vous poser, est-ce que tout le monde connaissait déjà Medondo, le cinéma de Medondo? Enfin, je pense que certaines, oui, mais voilà, vous ne connaissiez pas du tout. Pas forcément l'occasion de les avoir vus, même si on en avait entendu parler beaucoup, etc. En fait, c'était très difficile de les voir. Oui, après c'était des sorties très 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 confidentielles quand il y en avait, quoi. Donc bon, voilà, c'est un très grand cinéaste à découvrir absolument. Donc voilà, nous on est très heureux de pouvoir faire cette rétrospective. C'est en partenariat avec Ciné Archives, puisque Medondo a déposé tous ses films à Ciné Archives. Et donc il y a eu un travail de restauration. Je rappelle, du coup, il y aura aussi une sortie d'un coffret DVD avec les films. Et j'en profite juste pour saluer, elle n'est pas là, mais en tout cas son travail à Annabelle qui travaille à Ciné Archives et grâce à avec qui on a pu monter cette rétrospective. Et un grand merci donc à Abdoul d'être venu jusqu'à nous pour nous parler de Medondo. Avant de commencer par Medondo, j'ai envie de dire commençons plutôt peut-être par vous aussi, poète, écrivain mauritanien. Vous avez travaillé donc avec Medondo, mais peut-être est-ce que si ça vous ennuie pas, de aussi nous balayer peut-être rapidement votre trajectoire, parce qu'elle n'est pas si éloignée non plus de celle de Medondo. Bonsoir et merci de m'avoir invité. Avec grand plaisir. Pour parler de Med, c'est pas une chose facile, parce que c'était un grand personnage, c'était une personnalité, pour ainsi dire. Et si c'était pas à cause de Med, je ne serais pas là, peut-être même que je ne serais pas devenu écrivain ou poète, romancier. Med, je l'ai rencontré en 1976. Moi, j'avais quitté la Mauritanie. Je travaillais dans une compagnie aérienne qui s'appelle Air Mauritanie. D'où moi-même, je suis parti parce que je voulais faire cinéma. Justement parce qu'il y avait Samben Ousmane, justement parce qu'il y avait Medondo. Et je suis arrivé ici, j'ai rencontré quelqu'un qui connaissait Med, avec qui j'habitais. On habitait à la résidence universitaire des étudiants d'Afrique de l'Ouest, à la Porte Dorée à Paris, boulevard Poniatowski. Et c'est cher camarade qui m'a dit, je connais Med, c'est un Mauritanien comme toi, il faudrait que je te le présente. C'est ainsi que ça s'est fait. Et en 1977, à peu près 78, il avait un projet, celui de filmer Les Négriers de Daniel Boukman, qui est devenu West Indies, les nègres marrons de la liberté. West Indies, les nègres marrons de la liberté. Donc c'est dans son film que pour la première fois j'ai fait un stage de fiction cinéma. C'est le film de Medondo. Il m'a pris sous son aile, on va dire ça comme ça. Et après West Indies, nous avons travaillé ensemble sur Saraounia. C'est une odyssée. Après Saraounia, c'était Lumière Noire, qui est une adaptation de Didier Daninx, justement. Et après Lumière Noire, il y avait Watani, Un monde sans mal. J'ai fait 4 films avec Med. On va dire de 1976 à 1996. Ensuite, on s'est chamaillé, comme d'habitude.
Ensuite, on s'est chamaillé. Mais là, cette fois, c'était assez sérieux, quoi, parce que je suis resté très, très longtemps après sans le revoir. Mais après, on s'est revus, bien sûr. Après, on a parlé, mais ce n'est jamais en totalité. Donc, les choses se sont faites comme ça. Et moi, à partir de 96, j'ai écrit une pièce de théâtre qui s'appelle Général Génial Président. Ensuite, j'ai écrit un roman qui s'appelle Le Cri du Muet. Ensuite, j'ai écrit une poésie qui s'appelle Demain l'Afrique. Ensuite, j'ai écrit une autre poésie qui s'appelle J'ai égaré mon nom. Le cinéma, le livre, c'est un peu comme le cinéma. On ne va pas entrer dans les détails, c'est pas évident. J'ai de la poésie, du roman et du théâtre en attente. Mais je veux dire, si ma rencontre avec Med ne s'était pas faite, peut-être que je n'aurais pas écrit ce que j'ai écrit, ou bien s'il n'y avait pas eu rupture, peut-être en 1996, peut-être que j'aurais continué à travailler dans le cinéma. Après, c'était très, très difficile. Et puis moi, j'ai arrêté, quoi. En gros, c'est le cinéma qui vous a amené, qui vous a amené aussi en fait, à écrire, à la littérature. Oui, parce que Med, quand il m'a pris sous son aile, c'était un grand frère. C'était un militant politique comme je l'étais, mais c'était les aînés, c'était les bons, on va dire ça comme ça. Et on était ensemble tous les jours. Ça, je peux vous le dire. On était ensemble tous les jours. Donc, c'est quelqu'un sur qui je peux dire un peu de choses. Mais il n'y a personne pour parler de Med mieux que Med, parce que, logiquement. Voilà, en gros, donc on m'oublie et puis on parle de Med Ondo, s'il vous plaît, je suis là pour ça. Alors, en fait, il y a deux, moi il me semble, il y a deux aspects, mais qui sont intrinsèquement liés. C'est le côté politique, militant, d'un regard qui est le regard de l'Afrique, je veux dire sur l'immigration, c'est-à-dire sur les en tout cas en France, quoi, sur le colonisateur, même si les indépendants sont passés par là, ce qui a bougé, ce qui n'a pas bougé, comment, enfin voilà. Et il y a ce regard-là, et ça c'est lié aussi au cinéma. Il y a une forme de cinéma qui a évolué, me semble-t-il, c'est pas me semble-t-il, c'est même j'en suis sûr, entre les premiers films, que ce soit Soleil Haut ou Les Bics au Nègre, qui sont des films, je vais dire presque du chaos, de la spontanéité, en même temps qui ont été des films très difficiles à monter. Et à partir de West Indies, où on est dans une forme, je vais dire classique, même si c'est pas du tout classique, mais classique parce qu'il y a des travelling beaucoup plus longs. Disons qu'il y a un récit qui paraît plus classique. Le récit paraît beaucoup plus classique par rapport à ces deux premiers films. Alors du coup, comment on fait? Est-ce qu'on parle peut-être de l'aspect politique de ce regard, à la fois ce regard africain sur la France, c'est-à-dire aussi sur les colonies, sur l'histoire, sur l'esclavage, mais un regard qui était pas forcément tendre non plus avec l'Afrique, ou en tout cas les dirigeants. Une petite question. Vous avez projeté des films de Med ici? On ouvre. Hier soir, on a montré Soleil Haut. Oui. Donc tout à l'heure, Saraunia. Et ensuite, on continue avec tous les autres films. Tous les autres? Tous. Moi, je crois qu'on ne peut pas parler de Med si on ne revient pas en arrière. Alors, commençons par là. Pour dire qui il était. Parce que Med, c'est en Hartani, comme on dit chez moi en Mauritanie. La Mauritanie, c'est un pays très compliqué, on ne va pas entrer dans les détails, il est composé de Maures. Et les Maures, il y a les Maures noirs et les Maures blancs. Et les Maures blancs, ce sont ceux qui pratiquaient l'esclavage. Et chez les Noirs, indépendamment des Maures noirs, chez les Noirs en Mauritanie, il y a les Wolofs, les Soninké, les Pulaars et un peu de Bambara. Donc c'est un pays très complexe, très métissé.
j'allais dire très spécifique, mais tous les pays sont spécifiques. Et Med est un Hartani, c'est-à-dire il n'est plus esclave. Et il est parti très tôt. Il a fait une école de cuisinier, je crois, à Rabat. Et de là-bas, il est parti à Marseille. Et à Marseille, il a fait cuisinier aussi. Et de Marseille, il est monté sur Paris, où il a travaillé à la Reine Pédoc, où il a commencé à faire un peu de théâtre. Et il voulait aller au-delà du théâtre parce qu'il trouvait que c'était très... une fois que les projections... Trop fugace. Voilà. Une fois la pièce montée, une fois que c'est terminé, il n'y a plus de traces. Donc, il a dit qu'il voulait faire du cinéma. Et comme il était comédien, il a essayé avec les sous qu'il gagnait, en faisant du doublage, il achetait de la pellicule et il tournait quand il y avait la possibilité, quand il trouvait les techniciens, quand il avait ses comédiens, surtout quand il avait de l'argent. Voilà. Mais Medondo, je préfère qu'on retienne l'homme d'abord. Mais de toute façon, c'est un Africain, il va vous le dire d'emblée. Il va commencer par ça. C'est un panafricaniste qui a une conscience politique. Une conscience aiguë de lui-même, de ce qu'il est, de ce qu'il faut combattre. Et tout ça est lié. Et ça se retrouve dans son cinéma. C'est-à-dire le fils d'esclave, le petit-fils d'esclave plutôt, l'homme qui aime son semblable, surtout s'il est africain, colonisé d'abord, avant colonisé, esclavagisé, colonisé ensuite et néocolonisé. Et tout le reste vient après. Mais c'est une totalité. Ceci ne rentre pas en rupture avec cela. Ce sont des cases qui s'imbriquent. Voilà en gros Medondo. Et son cinéma, quand il a commencé à faire des courts-métrages. Moi, j'en ai vu aucun, ni Roi de Corde, ni... excusez, hein, la mémoire, ça ne tient plus. Il a fait Soleil-Haut. Et Soleil-Haut, pour moi, en tout cas, j'ai travaillé sur 4 films de Medondo. J'ai bien aimé ce qu'on a fait ensemble. Mais je ne sais pas si c'est parce que c'était la déflagration que ça a constitué pour moi. Pour moi, c'est le film de Med que je préfère. Voilà. Même si Saraounia, on l'a co-adapté ensemble. J'étais assistant sur Saraounia. Watani, c'est pareil. Lumière Noire, c'est pareil. Et comment c'est pas, nous aurons toute la mort pour dormir. Je n'ai pas travaillé dessus, mais les Biconègres, vos voisins. Voilà, les Biconègres, vos voisins. Les Biconègres, vos voisins. Après Soleil-Haut, c'est sur l'immigration première des années 60-70. Des années 60-70. Et Watani, c'est bien après, là. C'était l'arrivée du Front National. Voilà. En gros, le personnage de Med, son cinéma n'est que le reflet de ce qu'il est en réalité. C'est quelqu'un qui parle, qui agit avec une violence. Non, ce n'est pas de la violence gratuite. Hein. C'est une violence politique pour arriver là où il veut en venir, pour un objectif bien précis, bien déterminé. Voilà. Et son cinéma n'est que le reflet, un peu, si je puis dire, de ce qu'il est. Donc, Soleil-Haut, vous avez vu Soleil-Haut, j'imagine que ça vous a aussi frappé. C'est un film coup de poing. C'est un vrai film coup de poing. C'est pas un film dans la narration habituelle. Là où il est, enfin, Soleil-Haut, mais Biconègre voisin aussi,
alors il y a la dimension politique, bien sûr, mais ce qui est frappant, oui, c'est ce côté coup de poing. C'est-à-dire que dans la forme, du coup, vous l'avez vu là, Soleil-Eau, mais Biconègre, je ne sais plus quand est-ce qu'on le passe, et qui est aussi, aussi punch, j'ai envie de dire. C'est que là, ce sont deux films qui explosent complètement ce qu'on attend, ce qu'on connaît du cinéma. Il y a une forme vraiment de vigueur, de rage, d'un cri. J'ai envie de dire, c'est vraiment un cri. C'est quelque chose qui sort vraiment des tripes, et ça révolutionne complètement la forme cinématographique. Alors, du coup, ce sont deux films qui sont un petit peu comme qui fonctionnent un petit peu sur le côté film à sketch. C'est-à-dire on a les personnages qu'on va suivre, qu'on va perdre, qu'on va retrouver, mais dans des situations toujours très, très particulières. Et à la fois, on va avoir un côté très, je veux dire presque documentaire, presque côté un peu cinéma direct, et en même temps d'autres moments qui sont presque du côté du happening, très, très théâtraux, quelque part, aussi. Et tout ça est juxtaposé et lié, finalement, par le discours. Par un discours qui est celui de ce cri d'un immigré africain qui a été colonisé, qui arrive en France, et voilà comment on le reçoit. Je pense pour Soleil-Eau en particulier. Oui, même pour les Biconègres, parce que les Biconègres, on va dire, il y a une partie documentaire, il y a de l'animation, il y a Bachir Touré qui parle pendant une vingtaine de minutes sur notre rapport au cinéma en général. Ouais. Et comment le cinéma africain va-t-il s'inscrire c'est l'intro, c'est l'intro du film qui est génial. Une leçon, je trouve que c'est une vraie leçon. Après, il y a des espèces de petits sketchs, on va dire des pastilles ou des cartes postales à l'intérieur. On a retourné d'ailleurs après, parce que quand il a fait les Biconègres voisins, 10 ans après, on a retourné une scène où on retrouve quelques Africains qui parlent de la nécessité de rentrer en Afrique, en disant que leur avenir, ce n'était pas l'Occident, ce n'est pas de quitter l'Afrique pour venir peupler l'Europe ou balayer les rues de l'Europe, mais plutôt de rentrer, de construire l'Afrique. Toujours ce côté panafricain dont on disait tout à l'heure. Et Soleil-Eau, c'est aussi autre chose, quoi. C'est aussi autre chose. C'est un style, je ne vais pas dire style, parce que quand on parle de style, c'est toujours le style d'avant dont il faut copier. Et lui, comme il n'a pas envie de copier, il fait ce qu'il a envie de faire, ce qui est sa personnalité, parce qu'il est différent. Donc il fait différemment que ce qu'ont fait les autres. Mais c'est ça. Faire différemment, aussi bien dans le discours, et le discours en général, il est assez codifié, bon, on ne peut pas trop bousculer les codes, les choses établies, ce n'est pas son cas. Est-ce que vous savez si, justement sur ces films-là, dans quelle mesure ils étaient écrits ? Enfin, je veux dire, je pense bien qu'il y a vraiment des scènes, des séquences qui sont écrites. Mais je veux dire, le film dans sa globalité, sachant que ce sont des films qu'il a tournés au coup par coup. Parce qu'il lui fallait travailler donc, dans le doublage ou jouer la comédie pour gagner de l'argent, pour pouvoir acheter la pellicule et pour pouvoir... Donc ce ne sont pas des films qui se sont faits dans une continuité. Du coup, est-ce que ça pouvait jouer dans l'écriture du film, de certaines séquences peut-être qui n'étaient pas écrites au tout début du tournage et qu'il a pu écrire après des semaines ou des mois parce que c'est Soleil-Eau, par exemple, ça a duré des mois, si c'est pas des années, non, le tournage. Soleil-Eau, je crois que Soleil-Eau a duré des années. Et il me semble que c'est des années, c'est vraiment, c'était très compliqué.
Soleil, ça a duré des années. C'est dommage que je n'ai pas vu les courts-métrages, parce que j'imagine que si j'avais vu les courts-métrages, j'aurais retrouvé certains thèmes. Je ne les ai pas vus non plus. Voilà, oui, ça c'est... donc, comme c'était par à-coup, c'était en fonction des sous qu'il avait gagnés, et parfois en fonction des disponibilités, mettons, du chef opérateur, ou en fonction de la disponibilité des comédiens. Mais il a tourné avec les Bernard Fresson, avec les Marc Dudicourt, ce sont des gens qui travaillaient, on va dire, gratuitement pour lui, parce qu'ils le connaissaient. Gérard Hernandez, que tout le monde connaît, qui a fait beaucoup de doublage, qui est maintenant dans les, comment ça s'appelle, Ménage en M6, là, c'est ça? Je sais pas, je sais pas. Oui, mais c'est un garçon très gentil, hein? Très gentil, très aimable. Mais c'était un grand copain de Med. Mais parce que lui, il a fait le gros de sa carrière dans le doublage. Donc c'était des amis c'est des acteurs de doublage, donc ils se connaissaient, je pense. Les Poivets, j'ai oublié les noms, qui est parti il n'y a pas tellement longtemps, qui doublait Bruce Willis, Patrick Poivet, qui a joué dans Lumière Noire. Donc, ce sont des films qu'il a tournés par petits bouts. Mais du coup, sur la question de l'écriture, est-ce que vous savez s'il y avait, ou s'il y avait juste une trame, on va dire générale, et que quelque part ça arrivait, les séquences, est-ce qu'elles étaient écrites au départ et il a mis des années pour les tourner, mais elles n'ont pas bougé? Ou est-ce que voilà, ça a pu bouger, évoluer aussi en fonction forcément du temps de tournage? Honnêtement, je ne lui ai jamais posé cette question par rapport à Soleil-Haut. Moi, j'ai l'impression que ça se faisait comme ça, et c'est après qu'il a fait les jointures, quoi. C'est voilà, le montage qu'il a travaillé. Il y a eu un travail énorme au niveau du montage. Parce que le film qui a suivi, comment il s'appelle, les Bucco-Nègres, vos voisins, c'est pareil. Je veux dire, il y a de la documentation, du documentaire, le truc sur le cinéma, comment on appelle ça encore, le truc qu'on a tourné après, c'était pas de la fiction. C'était pas de la fiction, les Bucco-Nègres, vos voisins, c'était plus la réalité telle que dans laquelle vous nous mettez, et les celle-ci, voyez là, je vous la donne comme ça, que vous le vouliez ou non, c'est vous qui en êtes la base. West Indies, c'était Daniel Boukman, un auteur martiniquais, qui a écrit Les Négriers, donc le texte était là. Celui de Abdoulaye Mamani, le texte était là. C'est une adaptation de Saraounia d'Abdoulaye Mamani, un auteur nigérien. Et Didier Danex, c'est pareil. Donc, c'est principalement, je pense, les courts-métrages et Soleil-Haut où il est allé chercher lui-même. Et alors, du coup, sur je pense que vous arrivez après sur à partir de Bucco-Nègres et après surtout West Indies. Et oui, on en revient, mais le Watani, le dernier sur lequel on a travaillé, je me souviens bien parce qu'il était malade, et puis j'étais venu le voir, il était couché, et il m'a dit, oui, il faut qu'on fasse un film quand même. C'était la montée du Front National, les années 90, où il y avait je ne sais plus combien de députés. Ça montait, on sentait la chose arriver. Un immigré et un Français qui tombe dans l'escarcelle du Front National. Il a dit, il faut qu'on fasse un truc. Donc, c'est deux choses qui sont allées parallèlement. Mais ça a été écrit un peu plus par lui et un peu moins avec lui. D'accord. Voilà. Ça s'est passé comme ça. Mais ça, c'était pas un scénario écrit d'emblée sur une traite ou ça d'une traite sur un mois ou 6 mois. Mais c'est un film, parce que c'est un film qu'on connaît moins de lui, Watani, et qui est un film c'est un film très bon aussi, hein, très fort, c'est très violent. C'est un film, il n'y a quasiment pas de dialogue.
Il y a il y a finalement très peu de dialogue. Ça passe beaucoup par le corps, dans l'action. Je trouve que c'est un film qui, quelque part, qui retrouve le côté direct qu'on pouvait avoir avec le cinéma muet. C'est-à-dire où finalement le dialogue ne prend pas le dessus, où les mots pour expliquer des situations. En fait, les situations sont là, et c'est l'action qui amène toujours le plan d'après, etc. C'est un film. Enfin, je trouve que c'est un film qui est assez méconnu, et je trouve il va être projeté ici. Oui, bien sûr. Moi, c'est un film que je n'ai pas vu depuis 97 probablement. Oui, c'était à peu près sa sortie. Et puis une sortie malheureuse depuis 97. West Indies, je l'ai revu il y a 2 ans à peu près. Pour dire que les films vieillissent, mais moi West Indies, j'ai trouvé que ça n'avait pas, personnellement, que ça n'avait pas vieilli. Mais Watani, je ne sais pas, je ne l'ai pas vu, ça va faire bientôt 20 ans. Quoi. C'est toujours... Plus de 20 ans. Par rapport, disons que si on parle par rapport à la question de vieillir ou pas vieillir, ou qu'un film puisse ou pas vieillir, c'est un film donc du coup c'est un film qui est de la fin des années 90, donc forcément ça nous parle de la France de cette époque-là, et quelque part je vais dire, ça nous paraît un petit peu moins exotique que la France des années 60 ou des années 70, qui est un peu plus loin, où là du coup on a l'impression de, il y a 50 ans, on revient, voilà, ou de revenir, ou de découvrir des choses et de se dire ah oui tiens c'était ça la France. Là c'est la fin des années 90, donc on n'est pas comment dire, au niveau du décor urbain, des vêtements, des voitures, on n'est pas complètement dépaysé par rapport à un film de 50 ou 60 ans. Mais par contre, par rapport à... C'est aussi un film qui est ancré, mais comme toujours chez Medondo, c'est un film qui saisit véritablement une époque. Et comme vous disiez, la montée du Front National, etc. Mais qu'est-ce qui dirait aujourd'hui où le Front National est à l'Assemblée quand même? Non, mais enfin, c'est... Et donc voilà, il saisit ce moment-là, parce qu'aujourd'hui on aurait peut-être tendance à l'oublier, et que dans les années 90, il y avait des gens qui se rebellaient vraiment contre ça, dans la rue, mais aussi au cinéma. En l'occurrence. Et après, dans la forme, je trouve que c'est un film, non, bien sûr, qui ne vieillit absolument pas, qui n'a pas du tout vieilli, par rapport à ce qu'il dit, et deux, dans la manière dont il le dit. Mais Dondo, c'est vraiment, je trouve que c'est un cinéaste qui est, comment dire, qui a un fond, qui a toujours des sujets, et en même temps, qui a toujours travaillé les formes pour faire passer son message. Il y a un côté didactique, et ça passe toujours aussi par une invention de forme. Parce qu'on a parlé de ces deux premiers films, et ce côté vraiment complètement frais, parce que ça nous sort du cinéma classique, traditionnel. Avec West Indies, enfin, c'est quand même aussi un film, c'est une comédie musicale qui nous raconte l'histoire de l'esclavage, où on est entièrement dans un décor d'un bateau à la base, bateau négrier, et jusqu'à nos jours, quoi. Et donc raconte l'histoire, et on sort pas en fait de ce plateau décor qui est lui-même monté dans le hangar des usines Citroën. Donc vous voyez toujours, il y a toujours, on parle de l'histoire, mais d'où on parle. Donc on parle de l'esclavage, mais on parle d'où? On parle des ateliers Citroën. Il y a toujours, enfin c'est extrêmement fin. Il y a toujours ce sens de d'où on est, quoi. On parle de l'histoire, mais on parle toujours du présent. Il avait une chance quand même, ce n'est pas... Une fois, je me souviens, on dînait chez Maître, et on a dîné avec un vieil espagnol, un anarchiste. Et bon, c'est tout à fait personnel ce que je dis là, ça n'engage que moi. Et il disait, la bourgeoisie
la bourgeoisie nous a colonisés. Je ne me rappelle plus l'expression exacte, mais il avait tellement raison. Je lui disais, mais comment il peut se permettre de dire des choses comme ça? Mais c'est quelqu'un qui avait vu plus loin que moi, je ne voyais, quoi. Ce vieil espagnol. Mais il voyait un peu loin. Il percevait les choses. Et il avait la capacité de juger les situations objectivement. Après, il en faisait ce qu'il en voulait. Il exagérait des fois un tout petit peu. Mais en général, il voyait juste. En général, il voyait juste. Et il avait bien vu juste, que ce soit West Indies ou que ce soit Watani dont on parlait tout à l'heure. Pour en revenir à West Indies, cette idée de construire une caravelle négrière dans ce milieu de béton. La première scène est magnifique, quoi. Je veux dire, c'est très rare. C'est là on voit que c'est quand même un cinéaste, quoi. On sort de Paris et puis on entre comme ça, tranquillement, on découvre, on dit la proue, je sais pas quoi, du bateau. Je pense que c'est le château, en fait, c'est l'arrière. Après, petit à petit, on découvre le devant du bateau et tout le pont et tout. Voilà, ça c'est du cinéma. C'est ce qu'a vu Martin Scorsese, qui a vu Soleil Haut, qui s'est dit, ben, c'est magnifique ça. Et c'est comme ça que les films, au lieu de brûler quelque part, ont été restaurés. Ça permet à ceux qui ne connaissaient pas Medondo ou ceux qui l'ont connu de voir ou bien de revoir ce qu'il a fait, quoi. Est-ce que vous avez des questions aussi? On parle d'abord et après il pose des questions, ou ça peut être... Non, ça peut être pendant. Moi, j'aime bien quand c'est pendant aussi. Oui. Comme ça, on est ensemble, on partage, quoi. Donc, mais si vous n'en avez pas, on peut... Oui. Moi, je pense que... j'ai pas vu le film La comédie musicale parce que j'ai vu juste West Indies. Mais en fait, vous parlez de ce lieu emblématique de Citroën, mais je pense que... je suppose... Il parle de l'esclavage, mais en même temps, il parle de l'esclavage moderne. C'est ce que je disais. C'était le lieu, en fait, du monde ouvrier où il y avait les émigrés et les ouvriers français, mais c'était la chaîne. Mais c'était le sens. J'ai peut-être pas été assez explicite. Je pensais que c'était clair, en fait. Oui, on a intérêt à être assez explicite. Oui. Ce qu'il y a, c'est que dans cette caravelle, c'était 3 niveaux, quoi. Le roi, le monde moderne, l'esclavage. Et c'était des allées et venues entre hier et aujourd'hui. Entre l'esclavage d'hier et celui d'aujourd'hui. Entre le monde ouvrier d'aujourd'hui avec le patronat, avec les syndicats, la CGT et tout ça, et les luttes d'hier avec les marrons. Aujourd'hui, par exemple, les Antillais qui sont arrivés en Afrique, nous aurons toute la mort. C'est quoi, Polisario, vous voulez dire? Non. Le film sur l'immigration, c'est principalement les Africains. Mais West Indies, c'est l'immigration antillaise. C'est le BUMIDOM, le Bureau d'immigration d'outre-mer. C'est comment on a fait venir les Antillais ici. Et en même temps, on a envoyé des métropolitains quand même aux Antilles. Donc c'est un aller-retour conscient et conséquent, je vais dire. C'est à découvrir. C'est à découvrir, ce film. Et c'est une comédie musicale. Ouais. Donc, chanter, danser. Chanter, danser. Hein. Du coup, vous avez travaillé, sur West Indies, vous avez travaillé aussi à l'écriture? Non, pas du tout. Là, c'était c'est Daniel Boukman qui a écrit la pièce de théâtre et puis que Med a adapté. Ouais. Quelque part, il retrouvait un peu aussi ses premiers amours, puisqu'il a commencé avec le théâtre et dans le théâtre. Et c'était une manière de retrouver aussi, mais là, de l'enregistrer sur la pellicule. Il l'avait déjà monté, hein. Oui, mais de l'enregistrer, c'est-à-dire de le filmer. Oui, là, ça reste. Ça reste. C'est aussi que ça reste. Est-ce que du coup, on peut parler de Saraounia un petit peu, qu'on verra tout à l'heure, sans forcément tout déflorer de ce que vous pourrez dire peut-être aussi dans la présentation, mais quand même sur ce travail d'écriture.
Parce que là, en plus, c'est un film en laissant de côté du coup Polisario, qui était donc qui est plus sur le Sahara occidental, donc, mais là, on est dans le documentaire. On est dans un film vraiment documentaire. Mais avec Sarah Ounia, là, c'est le retour À la fiction. à la fiction et en Afrique. Ouais. C'est-à-dire là vraiment c'est un film qui se passe là en Afrique. C'est plus par rapport aux autres films où on parle de l'esclavage et de la colonisation, etc. Mais c'est-à-dire sur le territoire français, c'est-à-dire du colonisé, on va dire, ou l'ex potentiellement colonisé qui arrive chez le colonisateur. Là, du coup, on revient au pays et pour parler de cette histoire et d'une histoire qui est complètement effroyable. C'est quand même toujours la domination. Ah, toujours. Non, non, bien sûr. Voilà, ça c'est la base, quoi. Et Saraounia, quand il a lu Saraounia de Boulaye Mamani, il a aimé le livre. C'est édité à l'Harmattan, je pense que ça doit être difficile de trouver. Et il a dit, bon, on va l'adapter, Saraounia. Mais Saraounia, c'est énorme, quoi. La colonne voulait chanoine en 1899, qui avait pour mission d'aller au Tchad, parce qu'il y a un sultan noir qui s'appelait le Rabat, qui était en train de se tailler un empire qu'il fallait arrêter, sinon les possessions françaises d'Afrique de l'Ouest et d'Afrique de l'Est seraient vraiment menacées, quoi. Qu'il n'y ait pas de rupture entre les possessions françaises, de réunir les deux blocs. De réunir les deux blocs. Donc, ces deux chanoines et boulets. 1899, c'était l'affaire Dreyfus, quoi. Donc, ça a un tout petit peu masqué les horreurs que cette colonne commettait en chemin avant d'arriver à ce qu'on appelait le Soudan anglo-égyptien. Hein, alors que le Soudan français, c'est l'actuel Mali. Donc, il fallait d'abord faire l'adaptation, ce qui a été fait. Il fallait trouver l'argent, ce n'était pas facile non plus. Il a trouvé le Niger qui avait accepté de coproduire le film. D'accord. Donc, nous sommes allés au Niger en 1983 et nous y sommes restés 3 mois. Nous n'avons jamais pu tourner au Niger. Et nous n'avons jamais su pourquoi. Sans aucune explication de rien. On n'a pas eu d'explication. C'était Kounché à l'époque. Med est venu ici, il a rencontré Vergès, qui est venu à Niamey nous trouver, qui a rencontré l'avocat du Niger, et puis lui a dit, écoute, si tu veux te retourner contre un État, tu vas perdre beaucoup de temps et beaucoup d'argent pour rien. Essaie de trouver un autre financement, un autre producteur ou coproducteur pour faire ton film. Ben, le Niger a signé, reconnu cet ordre. Et c'est comme ça que nous sommes partis du Niger. On avait commencé à travailler, hein. On a repéré les lieux, on a commencé à faire venir les figurants, chercher les animaux, les chevaux et tout ça. Donc on est revenu ici. Et il avait obtenu le CNC, une aide du CNC. Et c'est le Burkina qui a accepté de... Comme le CNC ne débloquait pas aussi l'argent. Jusque-là, nous n'avons pas parlé des problèmes concrets de Med avec l'administration cinématographique française. Hein. Ça, c'est une autre paire de manches. Il n'y a pas un film où il n'a pas eu de problème, malgré le fait d'avoir eu des prix à Locarno, ou à Carthage, ou à Ouagadougou. Donc nous étions encore en 85 à Ouaga, en train de préparer le film, bien avancé, mais l'argent n'arrivait pas. Autant au Niger, bon, on a commencé tout de suite
ça marchait, on avait les véhicules et tout ça. Au Burkina, rien, ça n'avançait pas parce que le CNC ne débloquait pas. Et là, il a été voir Thomas Sankara qui lui a dit, bah, tu as besoin de combien? Il a dit d'emblée, j'ai besoin de 50 millions francs CFA. Et c'est comme ça que Saraunia a été débloqué et il a été fait. C'est comme ça que le film. Mais le CNC a fini par débloquer ou même Oui, pas? bien Ah, sûr. bon, d'accord. Bien sûr. Mais les problèmes, c'est après. C'est quand après le film il sort et que vous signez pour tant de copies, et puis après vous vous retrouvez avec 6 salles, et au bout de même pas un mois, vous vous retrouvez avec une salle avec des projections à midi, 13h, et voilà comme ça. Est-ce que je peux témoigner? Témoigner, Alors, madame. J'ai vu le film à Bamako, Ouais. dans la grande salle du Palais de la Culture. Donc il y avait peut-être 1000 ou 2000 spectateurs. La salle était bondée et en liesse. D'ailleurs, parfois à contre-temps, enfin bon, voilà, des éclats de rire dans les scènes épiques, etc. Mais en tout cas, ça a eu un succès énorme à Bamako. Après, je ne me rappelle plus s'il y a eu une seule projection au Palais de la Culture ou si ça a été projeté en ville, ça je ne suis pas sûre. Mais en tout cas, il y a eu cette projection-là. Moi, je n'étais pas à Ouaga quand le film a obtenu le Yenenga, l'étalon d'or en 87. Mais il paraît que qu'il y avait une très très bonne réception. Pareil. Hein. À Ouaga, je parle de Ouaga, justement, oui, en 87, quand il a obtenu le premier prix. Et donc, en conclusion, ça veut dire que si on ne l'a pas vu, nous, c'est que c'était censuré. Les censures, souvent, ne disent pas leur nom. Hein. On peut dire c'est une censure, c'est peut-être très c'est censure économique, c'est pas interdit. Le film n'est pas interdit officiellement, mais en fait il est très peu, il va être très peu distribué et donc voilà, très peu de salles, des horaires pas possibles, ce qui fait que et après très peu de presse et bon voilà, ce qui fait que le film oui, il y a plein de cinéastes qui ont signé des appels, pourquoi Medondo est boycotté, pourquoi. Mais ça, bon, si personne ne bouge, oui, ils ont bougé un tout petit peu. Mais le mal était déjà fait, hein. Oui. Ça ne rattrape pas. C'est lié à la mission Moulay-Chanoine qui fait qu'on n'a pas plus envie d'en parler. Parce que finalement, c'est peu connu, à part... On peut peut-être dire ça. Mais on va aussi dire que c'est à cause de Medondo. Hein. Non, mais parce qu'il dérange quand même. C'est vrai. Mais je ne veux pas dire qu'il y a des gens toujours là derrière en disant c'est encore Medondo bloqué. Non. C'est souvent très insidieux. Je pense. Vous les chanoines, la mission, moi je sais que j'ai été à la documentation, pas la documentation française, à la Bibliothèque nationale, dans les années 80-82, au niveau de la recherche. Je veux dire, il y a des gens qui ont écrit, je me souviens très bien que j'ai trouvé, c'est le lieutenant Joalan, qui avait écrit sur la mission. Mais il y a une partie que je n'ai pas pu consulter. Oui, je l'affirme. Il n'y avait pas la bibliothèque Mitterrand, là, où ils sont maintenant. C'est rue de Richelieu, je ne sais pas. Il y a une partie non consultable. Alors qu'on dit qu'au bout de, je ne sais pas si c'est 30 ou 50 ans, que ça entre dans le domaine public. Ce n'était pas le cas. Mais pourquoi ça, ce n'était pas consultable? C'était horrible, hein. La mission Voulez Chanoine, c'était terrible. Ils ont fait beaucoup de dégâts. En quelle année, cette mission? 1899. Oui, c'était janvier, mai, je ne sais pas combien. Et à telle enseigne que ce qu'ils commettaient comme, j'allais dire dégâts, non, pire que ça. Les crimes, oui. Ouais. Il y a eu un colonel qui a été envoyé à la poursuite pour reprendre le commandement de la mission. Et il a été tué par Voulez Chanoine. Il a été tué, un colonel français. Alors pour la petite histoire,
Je lui ai dit de venir aujourd'hui, mais il habite à Bordeaux. On a un collègue, Frédéric Sounac, qui a écrit un roman qui s'appelle L'affligeante histoire de la mission Moulet-Chanoine. de la mission Micmac. Et c'est un roman qu'il a écrit à partir, justement, il s'est inspiré de la mission Moulet-Chanoine. Je vous donnerai la référence si j'avais su, je vous l'ai apporté. Et il reprend cette idée de 1885, la conférence de Berlin, où on découpe l'Afrique en petits morceaux. 84-85. Quelqu'un qui va là-bas, qui joue du violon, décide d'aller en Afrique en disant c'est sauvage, s'ils arrivent à jouer d'instruments à cordes, ils deviendront civilisés. Et ce Frédéric Sounac est professeur de littérature comparée, mais aussi musicien. Et donc, ça l'intéressait de voir ce qu'on pouvait faire du classique français dans la colonisation, en quelque sorte. Et ce roman commence très calme, bon enfant, et la fin est absolument horrible, comme la mission Moulet-Chanoine. Il l'a présenté à Terra Nova, et il nous a dit qu'il s'était inspiré de cette mission. Donc je lui ai dit, il faut que tu viennes absolument. Il m'a dit, je ne peux pas, je suis coincé. Voilà. Mais il y a un Français qui a fait un film là-dessus aussi, en téléfilm. Après Saraounia, hein, assez connu d'ailleurs, qui... Oui. Non, un cinéaste français qui a été patron d'une chaîne. Mais pour la télévision, c'est un film, c'est un téléfilm. Oui. Non, mais il est assez connu, qui a filmé Mitterrand en débat avec, je ne sais pas si c'est Giscard ou Chirac. Si, il a fait un film là-dessus qui est passé à la télé. Bon, le temps que quelqu'un regarde, cherche sur le téléphone pour retrouver, parce que je pense qu'on pourra retrouver. Réalisateur, comment? Serge Moati. Bravo. Ah ouais, Serge Moati. Serge Moati. Et c'est comment? Tu l'as pas vu? Si. Pas vu. Et je sais que c'est passé à la télé. Ok. Je serais curieux de voir. Je connais une fille qui a travaillé dedans, Et du coup, alors est-ce que sur l'aspect formel, du coup, je reviens, mais parce que c'est aussi des choses qui me fascinent assez. Saraounia, on est vraiment, il y a vraiment des longs travelling, il y a un côté épique. Même le film est en scope, non? Un scope, il a été scope. Un scope. Donc on est vraiment dans quelque chose de, on va dire, on connaît Medondo, le cinéaste militant, didactique, qui casse les formes pour pouvoir qui casse tous les codes, et là avec Saraounia, en fait, quelque part il revient à quelque chose du cinéma dans ce qu'il peut avoir de spectaculaire, et pour raconter quelque chose qui est une histoire qui est absolument horrible. Du coup, c'est tout ça, c'est pensé. C'était quoi l'idée justement dans la forme de travailler ces espaces? C'était aussi, est-ce que c'était ce retour à l'Afrique, et du coup l'utilisation aussi du scope, au-delà du côté spectaculaire pour les décors, je sais pas. Enfin, du coup, je vous pose la question parce que j'ai l'impression que c'est vraiment un film pas de rupture, mais en tout cas qui formellement peut un peu surprendre quand on regarde ces films dans l'ordre chronologique de production et de sortie. Moi, je crois que c'est dans Lumière Noire où on peut dire qu'il est revenu à la narration classique habituelle. Saraounia, il disait, si on écoutait certaines personnes, les Africains n'auraient droit qu'à des films misérables. Les Africains ont droit aussi à avoir du beau, du bon, pas du bonnet, mais
Vous voyez la suite. Saraounia, c'est, de mon point de vue, hein, c'est vraiment grandiose, quoi. C'est vraiment un cinémascope, c'est de belles personnes, de belles âmes, et des salauds aussi par ailleurs. C'est les travelling, c'est des mouvements. C'est ça en fait, c'est cette idée parce qu'il pouvait dire aussi, voilà, le cinéma africain n'a pas à être cantonné à des pauvres moyens quelque part et faire un cinéma. Ce qu'on appelait à l'époque les films calbas ou les films village, parce que on s'est souvent élevé contre ça en disant qu'il y a une façon de montrer l'Afrique qui n'est pas. Ce n'est pas la réalité réelle de l'Afrique. Bon, l'Afrique, ce n'est pas que le village, quoi. L'Afrique, c'est aussi les contradictions. C'est aussi des Africains aussi salauds que ceux qu'on critique par ailleurs, qui sont en Occident. Et ça, on ne le voit pas. On voit la tradition. Oh là là, que c'est beau, ça fait poétique. Non, Maître, ça l'énervait, ça. Il montait sur ses grands chevaux et puis tu l'entendais pendant une journée entière. Après, il revient à la réalité, mais c'est comme ça. Il avait besoin de ce carburant-là pour fonctionner, quoi. Sinon il était mort. C'est ça qui l'a fait vivre, je veux dire. Sinon, il était mort. Donc, Saraounia, il fallait, quand il a tourné West Indies, les gens se disaient même, il y a quelqu'un, je me souviens, il a dit, mais qui c'est qui a construit un bateau dans une usine comme ça? Corones. Exactement. Et Saraounia, c'était encore plus... on se réveille en se disant, mais est-ce qu'on va y arriver, quoi? Est-ce que... les problèmes, c'était quotidien. Je veux dire, tourner en Afrique avec des gens qui n'ont pas l'habitude, avec à 50 degrés à l'ombre, on va dire ça comme ça. C'était de la folie. Mais il avait une folie encore plus grande, c'est qu'il voyait encore plus que ça. Plus que ça, il a voulu tourner, comment ça s'appelle, Mehdi Ben Barka, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. À l'époque, c'est quelque chose d'énorme. Hein. C'est un scénario écrit par Gilles Perrault. Il n'a jamais réussi. Avant de mourir, il avait plus de 80 ans, il voulait tourner Tous ses ouvertures. C'est encore 10 fois plus gros que Saraounia. Et il était à la veille de la mort, hein, mais il tenait à faire toutes ses ouvertures avec Danny Glover. Bien sûr, il n'a jamais réussi. Mais il avait besoin de ça pour montrer, de challenge aussi, pour prouver, et parce qu'il en avait la capacité. Ouais. Il en avait la capacité. Est-ce qu'il a eu un disciple ou quelqu'un qui l'a formé et qui a pris un peu la... Il y a quelqu'un avec qui il a travaillé dans les années 70 qui s'appelle Sidney Sorona, qui a fait un film qui s'appelle Nationalité immigrée, et après qui a fait un autre, c'est sur l'immigration, et il a fait un autre film après qui s'appelle Safrana. Et ils se sont chamaillés. Sidney est rentré en Afrique. Il a été un moment au bureau du cinéma à Nouakchott. Et puis après, il a fait de la politique. Il est dans les instances du pouvoir maintenant. C'est un député. Et sinon, après, moi, j'ai travaillé avec Med. Et puis... ça a donné ce que ça a donné. Nous avons rompu. Moi, j'ai fait un petit court-métrage comme ça. Et sinon, depuis, j'écris, quoi. Mais s'il n'y a pas physiquement quelqu'un, il y a ce qu'il a laissé, quoi. Il y a les films qu'il a laissés. Il y a ce livre qui a été écrit avec un journaliste qui s'appelle Ibrahim Assignaté, Medondo, un cinéaste rebelle. Et il y a tout ce qu'il a fait au théâtre, il y a qui ont été enregistrés, hein, je veux dire, que ce soit à RFI ou Radio France, je crois. Il y a ces doublages, c'est ce qui reste. Hein. On retiendra ce qui est bien de Med, ça c'est sûr. Et ça restera encore un moment. Soleil Haut, c'est à 50 ans, 60 ans.
Ça devrait être obligatoire. Moi, je me question justement, est-ce qu'il est étudié, enseigné, ou est-ce qu'il va l'être grâce à cette restauration dans des écoles de cinéma? Parce que Soleil-Eau, effectivement, hier en le regardant, je me disais, mais on voit le cours qui peut être fait à partir de... Vous voulez dire en Afrique ou en Occident? Parce que voilà, j'ai envie de dire, c'est pas... c'est pas... Ouais. Non, je dois obliger certains ministres à le regarder. Oui, honnêtement, je sais pas, parce que c'est compliqué à dire. Je sais pas, je vais être honnête. Je sais pas. Ce serait dommage que ça ne le soit pas. Ce serait vraiment dommage. Et il faut qu'il y ait... C'est vrai qu'il a confié, il a bien fait d'avoir confié son œuvre, ce qu'il a fait à Ciné Archives. Parce que là, ça permet encore à ces films de vivre un moment. Mais la question du cinéma est assez compliquée maintenant avec les plateformes. Est-ce que dans 10 ans, 20 ans, on parlera encore de cinéma? J'en sais rien, je dis les choses comme ça. J'en sais rien. Mais en tout cas, souhaitons que... En tout cas, là, déjà, il me semble que quand même, il y a une bonne chose, c'est qu'il est vraiment... Enfin, je pense que il est, on peut dire, sauvé de l'oubli, mais quand même, il restera dans l'histoire. Parce que nous, on fait une rétro là, mais il y avait aussi, je crois que c'était à Harvard juste avant. Donc, quand même, à Harvard, il y avait une grosse rétro. Enfin, pareil, ils montraient tous les films. Il y a aussi, il me semble qu'Annabelle m'a dit, je crois qu'il y a des projections aussi à Londres, juste après nous. Enfin, on est quasiment au même moment. Je sais que sa sœur a été invitée il n'y a pas longtemps à Vienne. Elle était aussi il y a eu le FESPACO là, 2023 à Ouagadougou. Donc, ça vit encore. Oui, et du coup, j'ai envie de dire, c'est vraiment, du coup, il est présent, quoi. Je pense, je me dis aujourd'hui, il y a des traces, c'est-à-dire que du moment qu'il y a des rétrospectives et qu'il y a des restaurations, et il y a encore du travail de restauration à faire, parce que tous les films ne sont pas restaurés qu'on va vous présenter. Ça veut dire que quand même, j'ai envie de dire, aujourd'hui, ça existe. Pas suffisamment, probablement, pas de la meilleure des façons, parce que c'est rétrospectif, et que, alors que c'est un cinéma du présent qui parle de l'histoire, mais du présent. Donc, tout ce qu'il dit est encore présent et encore d'actualité. Mais c'est un cinéma qui aurait dû avoir beaucoup plus d'impact au moment même où il était fait, où il devait... et il aurait dû sortir. Quel impact, justement, a pu avoir en Afrique, en Mauritanie, mais ailleurs, même, je veux dire, sur le continent? Parce que cette idée, le panafricanisme, c'est quelque chose qui est vraiment très important dans ses propos. Est-ce que, du coup, voilà, est-ce qu'il a eu cette audience? Est-ce qu'il a eu des écrans? En Mauritanie, non. Non, en Mauritanie, non. C'est mort, comme on dit maintenant. Medondo est mort physiquement, mais on ne le tuera pas, définitivement. C'est ça que je veux dire. Non, mais en Afrique, déjà, les problèmes que le cinéma rencontre ici, en Occident, sont considérables. En Afrique, le cinéma a été tué bien avant. Depuis que les DVD ont commencé à envahir le marché, le cinéma est, je ne vais pas dire définitivement mort, mais je ne vois pas comment il peut revivre en Afrique avec des salles. Ce sera très très difficile. Les films de Med étaient, indépendamment de Ouaga et de Carthage, à l'époque il y avait quand même la Guinée-Bissau, il y avait le Mozambique, il y avait l'Angola, et puis il y avait l'espoir qu'en Afrique du Sud les choses... On a un copain qui a travaillé avec Med aussi, avec moi, qui s'appelle Ramadan Suleiman, qui est un cinéaste sud-africain, qui a fait 2 films, et depuis 15 ans, si ce n'est pas plus, il n'arrive pas à monter en film. Maintenant, il essaie de survivre avec des séries, quoi. C'est extrêmement difficile, hein.
très très difficile. Mais au-delà de justement de ce, et peut-être une question tu pourras dire, mais au moment de la sortie, par exemple au moment de, je sais pas, au moment de Saraunia ou au moment de Soleil Haut ou de Bico Nègre, vos voisins, est-ce que c'est des films qui ont eu, est-ce que c'est des films qui ont eu une exploitation aussi en salle en Afrique? Moi, je vais être honnête avec vous. Franchement, je n'ai pas mis un pied au festival de Ouaga depuis une vingtaine d'années. Tous les 2 ans, après Carthage, il y a le festival de Ouaga. Il y a la FEPACI, la Fédération panafricaine des cinéastes, je ne suis plus. Donc, je ne peux pas vous dire ça fonctionne comme ça. En général, les cinéastes, surtout principalement les cinéastes africains, sont super individualiste. Chacun pense qu'il va y arriver tout seul, qu'il va être le représentant, on va parler du cinéaste africain majeur. Il y a eu une période, c'était le cinéaste, c'était Désiré Carré, bon, on l'a oublié, on l'a enterré. Ensuite, c'était Souleymane Cissé, qui a fait de bons films aussi, hein, mais qu'on a monté en épingle et dont on n'a plus jamais entendu parler depuis peut-être bien 2 décennies maintenant. Ensuite, il y a eu Mahamat Saleh Haroun, un peu, qui est en bis-bis avec notre compatriote Abderrahmane Sissako. Bon, c'est... Chacun veut être le porte-drapeau, le porte-étendard. Il y a quelques années, on disait, il y avait Medondo sûrement, mais il y a Sambel Ousmane, il y a Haïlé Guérima. C'était pas un qui... Mais maintenant, honnêtement, moi, personnellement, je suis paumé, quoi. Je sais pas trop. Espérons que des films vont pouvoir se faire. Il y a de plus en plus quand même ce qui se passe. Il y a les séries, c'est vrai. Au Nigeria, pas que d'ailleurs, au Sénégal. Je pense qu'il va en sortir des cinéastes majeurs, peut-être dans 10 ans, 15 ans, je pense. Mais dans quelle conjoncture économique, en parlant concrètement du cinéma, parce que c'est toute une économie aussi, c'est... Oui, bien sûr. Je sais pas. Je sais pas. Christian, tu voulais dire? Je voulais dire que Med est très connu en France. Il y a quelques années, il y a 5-6 ans, il était dans une pièce de Brecht, la bonne. C'était à Toulouse. À Toulouse, oui. C'est là où il a découvert son cancer. C'est là où il a arrêté à partir de Toulouse. Là. Voilà. Et moi, je suis allée voir ce spectacle, je n'avais même pas vu quels étaient les acteurs, et j'ai reconnu Med. Ouais. Et j'ai reconnu sa voix d'abord. Et donc j'ai attendu, puisque je le connaissais bien, et tous les gens me disaient, mais tu as entendu, c'est la voix de Eddie Murphy, c'est la voix de l'âne de Shrek. Or moi, si je vois, je ne vois pas le film d'Eddie Murphy, si je le vois c'est en anglais, donc je n'entends pas sa voix française, je ne vais jamais voir ce genre de film, et Shrek, je n'ai jamais vu. Voilà. Donc, pour moi, c'était vraiment... Mais c'était incroyable, comme tous les gens, et surtout les jeunes, ont reçu Med. Mais c'est formidable. Alors, il m'a raconté qu'un jour, il était en ville, et il y a des gars un peu sous qui ont commencé à plaisanter, et lui est intervenu en disant « Non, mais attendez, qu'est-ce que vous faites là ?» Et tout d'un coup, le gars s'est arrêté, il dit « Eddie Murphy, c'est vous la voix des... » Et alors, tout d'un coup, ils se sont mis à lui faire la fête parce qu'ils avaient reconnu sa voix. Donc, je crois qu'il était... Et quand je dis « Je vais voir ce soir un film de Medondo », c'est qui Medondo? C'est celui qui fait la voix de... Et là, tout le monde connaît. Celui qui a fait Gandhi et Gandhi, voilà. Ouais. Bah, donc, il est très connu pour ça. Et il a une voix magnifique. Hein. Mais moi, quelqu'un m'a dit un jour, quand il m'a entendu parler, il m'a dit « Mais vous avez la voix de Eddie Murphy ». Ça m'a un peu blessé, mais en même temps, j'étais un peu content parce que je me suis dit « Mais est-ce que c'est inconsciemment que j'imite Med ?» Non, mais je vous assure, hein, ça m'a vraiment interpellé. Ça m'a interpellé. Mais les gens qui entendent... des fois, ma femme entend une voix, elle dit... je dis ça, c'est Med. Ah, tu crois? Ah oui, c'est ça. Mais si c'est pas Eddie Murphy ou machin,
Les gens ils disent tout de suite, ah, c'est la voix d'Eddie Murphy. Ah, c'est la voix d'Eddie Murphy. Il n'a pas fait qu'Eddie Murphy. Hein. Oh là là, c'est fou, hein, la liste. Vas-y, Bernard. Oui, en fait, la question que j'aimerais poser, c'est que, au-delà de sa conscience politique, vous qui étiez très proche de lui, pour qui est-ce qu'il faisait la Qui était très proche de Med. Ouais. Voilà, pour qui est-ce qu'il faisait ces films, étant donné que notre génération, nous, ceux qui sont venus après nous, on ne connaît pas ces films. Quand bien on s'intéresse vraiment au cinéma, il n'y avait aucun moyen d'y accéder à ces œuvres. On a bien compris les problèmes de distribution qu'il y a eu, mais il y avait aussi une solution alternative avec l'arrivée justement de la vidéo. J'ai jamais vu de DVD, rien de tous ces films. J'ai cherché maintes fois à programmer ces films, c'était toujours très compliqué. Voilà. J'aimerais comprendre. Moi, je vais vous dire ce que je sais. Med, il faisait ses films pour les Africains. Hein. Faut pas se cacher. Moi, quand j'écris, je me dis que c'est pour que les Africains me lisent. Tous les cinéastes, ils disent la même chose. Mais voyons la réalité économique. Quand tu vis en France, tu fais un film, tu as besoin de rentabiliser. Tu passes par la production, tu vas voir les distributeurs, les exploitants. C'est ainsi que ça se passe. Et dans un deuxième temps, tu essaies de montrer tes films chez toi, dans les différents pays africains. Tu vends les droits non commerciaux, en général, pas cher, au centre culturel français ou je ne sais pas quoi. C'est comme ça que ça se passe. Mais la réalité, c'est que en Afrique, tant que... là, on parlait des problèmes économiques du cinéma. Tant qu'il n'y a pas de politique de nos États ou des structures comme la CEDEAO ou je ne sais pas quoi, la CEMAC ou je ne sais rien, les gens ne verront pas les films. C'est logique, quoi. Il y a ce qui est principal. Et puis le cinéma, c'est très difficile quand même qu'on aille voir. Ça coûte cher un peu. Mais les gens vont quand même au cinéma. Ils vont voir... Nous, de notre époque, on allait voir les films indiens ou les westerns. Les films africains n'étaient pas là. Mais quand ils arrivaient, une fois, il y avait un film sur James Brown. C'était tout Nouakchott qui a été voir ce film. Parce qu'il y avait un peu une identification en musicien noir, américain certes, mais noir quand même. Mais à Ouaga, quand il y a les projections, il y a du monde hein, qui vont voir les films. C'est ça le problème. C'est ça le problème. Et même pour les DVD, il n'a jamais voulu, parce qu'il s'est dit qu'il y a des piratages. Non, il ne veut pas. Son dernier film n'a été projeté nulle part. Hein. Fatima. Ouais. Enfin, mais nous, on va le passer. Hein. Voilà, moi je ne l'ai jamais vu. C'est dommage. Est-ce que c'est pas le film qui est tiré du scénario de Tahar Cheria? Je pense. Parce que j'ai ce scénario. Ah, je pense, puisque Ça vous intéresse. c'est avec Tahar que... Il s'est fâché avec lui. Ah, il s'est fâché avec Tahar? C'est à la fin, c'est après moi. C'est ce qu'il m'a dit à Toulouse. Oui, c'est après moi. De toute façon, s'il ne se fâche pas avec quelqu'un, ça ne va pas. C'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas, quoi. Si c'est pas fâché, il y a un truc. Et oui, parce que quand je l'ai revu, je lui ai dit, je t'invite à manger demain et tu m'expliques pourquoi tu as toujours été si agressif. Voilà. Ah, mais ah oui, non, Tahar, parce que Tahar, quand même, c'était son grand frère. Il le portait au pinacle. Hein. Mais bon, il n'y a pas quelqu'un avec qui il ne s'est pas fâché. Ah. Et fâché une fois, deux fois, trois fois. Donc ça veut dire que la vie continue et que ce n'est pas perdu. Mais j'espère qu'il ne s'est pas fâché jusqu'à la fin avec Tahar, qui est parti aussi avant. J'espère. C'était des drôles de bonhommes. Medondo, Samben Ousmane, Tahar Cheria, Aïlé Guérima, oh là 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 là. Ouais. Est-ce qu'il a connu Djibril Diop Mambiti, oui. Bien sûr. Djibril, probablement, mais Djibril avait beaucoup de respect pour lui.
probablement. Mais la dernière fois que je l'ai vu avec Djibril, c'est qu'il nous disait « Non, mais vous êtes fous, tu ne vas pas partir, mais tu vas pas, parce qu'ils vont t'écraser, là. » Bon, c'est le bordel de Ouagadougou, quoi. Bon. Non, mais, ouais, Djibril, ouais. Ouais. Est-ce que, peut-être, je vois qu'il est, il est déjà à écart, donc c'est une dernière question, ou si Abdoul, pour vous laisser peut-être le mot de la fin avant de se retrouver tout à l'heure pour Saraounia. Mais moi, je vous remercie d'être venu. C'est dommage que ça n'ait pas duré plus longtemps parce que lui dit on aura toute la mort pour dormir, mais on aurait au moins toute la soirée pour parler. Hein? Vas-y. Vous avez joué dans les films De Maître? Non. Ou d'autres films? Non. Dans les Bicos, on ne me voit pas, ça c'est sûr. Et dans Saraounia, la scène finale, moi je sais où je suis, mais je ne suis pas sûr qu'on me reconnaîtrait aujourd'hui. Mais non, j'ai jamais... Dans la figuration. Hein? C'est plus de la figuration. Oui, ouais. Parce que quand on est là-dedans, on peut donner aussi quelques petites indications pour que ça ne se disperse pas. Oui. C'était à quel endroit au Burkina que ça a été tourné? On a tourné à Ouaga et à Bobo. Ouaga, à côté de Ouaga, hein, et à Bobo, les grandes scènes. Sinon, on a été à Gorom Gorom, là, la scène avec les Touaregs. Et où encore? Oh là là, je vais oublier, c'est pas vrai. Non, il y a 3-4 grands décors, quoi. Pas plus. À Bobo, c'est là où on a construit le truc de Saraouina, le palais. Ouais. À Bobo même. Je me rappelle plus le nom du petit village, là. Un peu genre village d'Ogon, avec des trucs perchés là-haut sur les falaises. C'est une vingtaine de kilomètres de Bobo. Je me rappelle plus du nom du village. Est-ce qu'on peut, peut-être pour finir, juste j'y pense là, peut-être finir sur et peut-être sur l'humour qui est vraiment présent, je trouve, dans quasiment dans tous ces films. Il y a toujours des moments d'humour. Il a une forme d'ironie par rapport à des situations. Est-ce que c'est quelque chose, du coup, que vous avez noté? Non, parce que là, on parlait que bon, il pouvait se fâcher avec tout le monde, mais je sais pas, je me dis que c'était un homme aussi. Il aimait bien rigoler. Oui, après je sais pas, mais je trouve qu'il a un humour un peu, ouais, peut-être qu'il peut être un peu décalé, un peu piquant, en tout cas dans ses films. Je sais pas, donc du coup je me demande comment il était aussi, ça fait partie de son caractère, puisque bon, a priori c'était un homme avec un très très grand caractère. Oui, mais qui aimait bien respirer aussi. Ouais. On retrouve ça dans Les Biconais vos voisins, la scène avec Hernandez. C'est petit qui arrive. Ah, tu veux que je te flingue? Eh bien, je vais te flinguer, moi. Ouais. Où c'est qu'elle a mis cette connasse? C'était pas mal, ça aussi. Là. Oui, mais complètement. C'est parce qu'il y a aussi toute cette forme de vraiment d'humour. Comment dire? C'est-à-dire que la lutte, la conscience politique, la conscience que le cinéma, qu'on doit faire un cinéma didactique aussi pour passer des idées, n'empêche pas l'humour, parce qu'on pourrait presque enfin c'est ma crainte, c'est-à-dire je voudrais pas présenter Bedondo, le cinéaste, comme quelqu'un de trop c'est-à-dire rigide. Qui pourrait effrayer, parce que là on parle de questions politiques, etc., mais donc c'est présent, mais lui il n'avait pas peur du didactisme, hein. Il disait que non, les gens ne savent pas toujours, il serait bon qu'ils sachent, ou bien il serait bon qu'on le rappelle, quoi. Ça,
Mais il aimait bien respirer. Et avec une forme d'humour aussi très, ouais, qui peut être aussi très, très percutant. Moi, je pense à Soleil-Haut, par exemple, parce que comme vous l'avez vu hier soir, bon, enfin, je trouve que c'est un film, oui, la basse-cour, ouais, donc c'est quand même c'est une séquence où il saisit le racisme français enfin vraiment tout ce qu'il a de plus primitif. Et en même temps, il rajoute ses sons de basse-cour et tout de suite ça retourne, quoi. Et c'est pas que ça dédramatise en fait, quoi, mais je sais pas, il renverse. Il y en a qui trouvaient ça exagéré, hein. Ben, mais si vous parlez avec François Catonnet, ouais, qui a été le chef-op, voilà. François dit, les gens n'en revenaient pas, quoi. Je veux dire, Robert avec une blonde sur les Champs-Élysées, si vous voyez ses regards, ça suffisait à dire tout. C'est pour ça qu'il a monté les caquettements des oiseaux de basse-cour, là. Oui, mais qui est une forme, ce que je veux dire, c'est une forme d'humour, parce que rien que les images comme ça, il n'y aurait pas eu que le son, on va dire, que le son présent, direct. On voit la violence, et là, du coup, cette violence, en fait, par le son, il la retourne. Je trouve qu'il la retourne complètement, quoi. Et c'est... Bonne soirée. Même le repas à la campagne avec ce militant, c'est extraordinaire. Hein. Oui, ces gamins qui finissent par monter sur la table. Ça l'a toujours énervé. Oui, mais non. Il dit ce sont des camarades, mais il y a du laisser aller. Comment on peut laisser un gamin comme ça? Oui, mais en même temps, il fait une référence au monde gauchiste de l'époque, parce que c'était quand même post-68 art, où rien n'est interdit, quoi. Et les gamins, ils montent, ils parlent mal. Et moi, j'ai trouvé ça extraordinaire. Parce que avec la nourriture, quoi. La nourriture, et puis même le fait de monter sur la table, c'est le jambon, le poulet. Ouais, c'est très bien. Et la basse-cour et les porcs, c'est formidable, hein, parce qu'il ose, et on se dit, mais il a raison, quoi. Il a raison. Parce qu'il nous regarde aussi, c'est-à-dire, il parle des immigrés, de leurs difficultés. D'ailleurs, il fait parler aussi ses congénères à un certain moment, il les réunit dans un lieu où justement il parle de ce retour en Afrique, parce qu'on n'est pas là pour rester là, quoi. Mais après, il nous envoie aussi des retours à nous-mêmes, hein, à notre société occidentale. Hein. Mais je le trouve formidable parce qu'il est très radical. Et je pense qu'il n'était pas aimé parce qu'il dérangeait. Il disait ce qu'il voulait finalement. Mais il y en a plein qui sont comme Mélenchon. Ouais, mais c'est formidable. Mais c'est formidable parce lui, que... il dérangeait, on va dire, d'autant plus qu'il est transplanté. Oui, et parce que même quand le film Soleil-Haut commence, bon, le héros arrive, il dit « Ah, douce France !» Alors il y croit, quoi. J'arrive chez moi. Et alors il dit des phrases comme ça, et on est captivé. De suite, il nous entraîne. Hein, et c'est formidable. C'est un film qui m'a bouleversée parce qu'il y a plein de choses dedans. C'est pas simplement la colonisation. On y est tous dedans, en fait. C'est très bien. Merci à la Cinémathèque, parce que c'est vrai que moi j'ai jamais entendu parler de lui, et heureusement qu'il y a des endroits comme ça, comme ici, où en fait on découvre des monuments du cinéma, parce que pour moi c'est un monument, c'est une pensée en plus. Merci formidable. pour lui. Comment? Non, j'ai dit merci pour lui. Ah mais non, mais c'est vrai que moi je le découvre, j'en avais jamais entendu parler, mais hier je suis sortie, j'ai dit mais c'est fort. Il a inventé une autre manière de filmer. C'est une œuvre mais qui n'est malheureusement pas finie, quoi. C'est ça qui est un peu regrettable, quoi. Parce que s'il avait pu faire l'antépeuple, là c'était avec Sonny Laboutancy, Ben Barka, avec Gilles Perrault. Le film sur Toussaint l'ouverture. On avait des projets sur une série sur l'histoire africaine avec les grandes figures de l'Afrique, quoi. Une vingtaine. Là, ça, on voulait que c'était bien avant
avant maintenant les crowdfunding, là, hein, bien avant. Hein. On a fait une publicité comme ça dans le monde. Si vous aimez l'Afrique, si vous aimez le cinéma, l'histoire de l'Afrique, voilà ce qu'on vous propose. Vous mettez tant, et après, vous aurez le droit à aller à une projection où vous aurez droit. Mais c'est la COB, c'est le Centre des opérations de bourse, je ne sais pas quoi, comment on appelle. Ben, ils nous ont dit qu'on n'avait pas le droit. Ah non, on n'avait pas le droit. Mais 20 ans après, ou 25 ans après, il y a le crowdfunding, quoi. Ah oui? Je ne sais pas s'il m'aide à garder ce journal et la réponse de la commission des opérations de bourse, mais non, vous n'avez pas le droit de faire ça. Ça existe, hein. Moi j'ai les documents, on a écrit sur chaque... On va rester sur... il est à la demi, on va rester sur ce goût d'inachevé, mais qui est en même temps un monument, comme vous disiez, madame. En tout cas, merci. Merci Abdul. Merci.